avec donc l'irradiation péropératoire avec l'intrabîme à Bergonié. Alors c'est vrai que là, je me prendrais presque pour monsieur le maire en train de célébrer un mariage. Donc en fait, c'est le mariage de la chirurgie et de la radiothérapie sur le moment, au moment de l'instant chirurgical, du moment chirurgical. Donc, à Bergonié, il a été pratiqué la curithérapie du sein en termes d'irradiation péropératoire, qui se faisait, je pense, de façon un petit peu différée, puisqu'il y avait des électrodes de curithérapie qui étaient mises en place, et puis ensuite les patientes sont irradiées dans les jours qui suivent. Je ne l'ai pas connu, je pense qu'aucun d'entre nous ici ne l'a pratiqué, et puis ça a été abandonné, je mets avant les années 2000, mais je pense peut-être même avant les années, ou dans les années, ça a été pratiqué jusque dans les années 90. Et en fait, il y a eu un intervalle de temps où on n'a pas fait d'irradiation péropératoire dans le sein. Et les nécessités de cibler la radiothérapie, c'était effectué par le boost. Il n'y avait pas d'irradiation partielle du sein qui était pratiquée. Et donc, après 2010, là, c'est ce qui nous concerne à l'heure actuelle, nous, on a pu acquérir l'intrabîme et donc on se remet à faire de l'irradiation péropératoire avec l'intrabîme, ce qui donne plus de facilité. Donc le contexte à ce moment-là, quand on a acquis la machine de l'intrabîme, c'est que, comme ça a été évoqué dans l'introduction par Adeline Petit, à partir des années 2010, avec les nouvelles classifications moléculaires des cancers du sein, et aussi plus tardivement l'apparition des tests génomiques, on s'est mis à distinguer les différents types de cancers en fonction de leur pronostic, et c'est vrai que ça nous permet de faire des traitements un peu à la carte. Et il y a des situations où il va falloir aller plutôt vers l'escalade thérapeutique, mais des situations où on peut largement se permettre la désescalade thérapeutique. Et l'irradiation partielle péropératoire par l'intrabîme s'inscrit vraiment dans un processus de désescalade. En 2010 aussi, c'est l'année de la première publication de l'étude Target A. C'est une étude importante, un essai randomisé de phase 3 avec un nombre de patientes incluses dans chacun des bras de randomisation de un peu plus de 1000 patientes, des patientes de plus de 45 ans avec des petits cancers de bon pronostic et des résultats qui étaient prometteurs. Une première publication. Et du coup, associé à cette publication, c'est vrai que le groupe de travail de Target a proposé plusieurs projets, donc il y avait une dynamique autour de la recherche clinique, donc ça nous a stimulé à acquérir l'appareil. Alors, ça a été aidé par du mécénat, c'est un appareil onéreux. On voit la machine ici isolée sur le côté gauche de la diapositive, installée au bloc opératoire. Avec, on a une souris, ouais. Ce qu'on voit ici, ce qu'on appelle l'applicateur qui va être positionné au niveau du lit de tumorectomie. À ce niveau-là, la peau est écartée par un écarteur de façon schématique. En fait, c'est cette sphère qui va diffuser le faisceau de rayons au niveau du site où on a effectué la tumorectomie. Ça se passe donc au bloc opératoire, la salle d'opération est là. Ici, on est pour observer la patiente le temps de l'irradiation, on est derrière une vitre plombée. On peut avoir accès aux données de suivi anesthésique sur cet écran. Et ici, il y a la console qui est en lien par un câble avec la machine, le physicien qui s'assure du bon déroulement du traitement. Donc les patientes à qui on propose ce traitement, on viendra sur les indications un peu plus tard, c'est des patientes pour qui ça va être proposé régulièrement par le chirurgien en consultation, mais en tout cas à chaque fois il y a une validation par les radiothérapeutes de la bonne indication de la radiothérapie. Il y a une contrainte, c'est que ça nécessite au moment du geste de traitement la présence du physicien, du radiothérapeute et du chirurgien. Donc c'est vrai qu'il y a une contrainte organisationnelle. Ensuite, le temps d'irradiation, c'est 20 à 30 minutes, donc ça va rallonger la durée opératoire de cette durée-là. Une intervention typiquement de tumorectomie avec ganglion sentinelle qui dure 1 heure, on va passer à 1h20, 1h30, ce qui est tout à fait acceptable et absorbable dans une planification opératoire. On a peu de contraintes sur le geste chirurgical quand on utilise l'intrabîme, peut-être pour des chirurgies très larges avec ce qu'on appelle à l'heure actuelle des remodelages oncoplastiques, mais finalement ce n'est pas trop ce qui s'y prête en termes d'indication. S'il y a une indication a posteriori à envisager de la radiothérapie externe complémentaire, ça n'est pas une contre-indication, il n'y aura pas de surdosage sur la zone où on a effectué l'irradiation. Et les limites, il y en a peu. Il y a les patientes avec vraiment un très petit volume mammaire et les patientes qui ont une tumeur qui soit très en limite de glande pour laquelle on ne pourra pas mettre la peau à distance. C'est une précaution à prendre
dans la disposition de l'applicateur. Alors à Bergognier, donc, on a acquis la machine fin 2011, on a débuté notre expérience début 2012, et donc de 2012 à 2021, on a essayé de reprendre ces patientes, nos 10 premières années d'expérience. Alors je ne vais pas pouvoir vous donner des résultats détaillés parce qu'il y a une de nos internes, Anna Vialar, qui fait sa thèse sur ça, j'ai des prémices de résultats. Donc en tout cas sur cette période, on a traité 286 patientes. Les premières, on les a faites surtout dans le cadre d'essais cliniques, donc il y en a 60 qui ont été traitées dans le cadre d'essais, les études du groupe Target, et puis des études françaises, RIOP, qui est une étude médico-économique, et donc la majorité des patients, 226, ont été traités hors essais cliniques. Dans les indications, finalement, c'est assez simple, la majorité des patientes, c'est 247 en vert, qui ont été traitées à visée d'irradiation exclusive, c'est-à-dire en sélectionnant des patientes avec des petites tumeurs de bon pronostic, où on préjuge a priori que la dose d'irradiation péropératoire permettra d'éviter l'irradiation post-opératoire. 30 patientes en jaune ont été traitées, ont reçu une dose d'intrabime associée à une chirurgie conservatrice pour un deuxième traitement conservateur, c'est-à-dire des patientes qui auraient eu une indication de mastectomie et du coup on a pu ainsi leur épargner la mastectomie. Après, les indications autres, c'est des situations vraiment au cas par cas. Il y a quelques patientes qui avaient un antécédent d'irradiation pour maladie de Hodgkin, des irradiations en mantelet qui empiètent sur la racine du sein et qui vont empêcher une irradiation par la suite de l'ensemble du sein. Donc par exemple, il y avait ça ou des situations avec des patientes avec des comorbidités importantes qui ne nous permettaient pas sereinement d'envisager une irradiation externe. Donc il faut savoir, ces 286 patientes, c'est les patientes à qui on a proposé et effectué une irradiation péropératoire, mais après pour valider que le traitement soit correct dans la règle de l'art, on va dire, ça se fait a posteriori en fonction des résultats histologiques. C'est-à-dire qu'on peut l'admettre pour des patientes qui ont des petites tumeurs, donc T1 jusqu'à 2 cm, sans atteinte ganglionnaire. On ne le propose pas et du coup on ne l'accepte pas a posteriori pour des carcinomes lobulaires infiltrants qui sont des maladies qui ont tendance à être plus disséminées, moins localisées au niveau du sein, pas pour des carcinomes in situ de façon exclusive, et puis après il y a d'autres critères, absence d'embole, il faut que la résection soit complète, que ce soit des tumeurs luminales, donc avec des récepteurs hormonaux positifs. Donc en fait, les indications retenues à l'heure actuelle s'inscrivent dans le cadre des recommandations d'irradiation partielle, principalement de l'ASTRO, donc Société internationale, c'est les Américains, l'ASTRO, américaine. Les recommandations du GEC sont un petit peu plus permissives et ce n'est pas tout à fait ce qu'on retient nous, mais voilà, on retrouve les critères que j'ai cités précédemment. Alors, quelques résultats, mais qui seront bien entendu un peu à approfondir. L'âge médian de nos patientes traitées, c'était 71 ans, avec un suivi médian de 4,5 ans. Il y en a 13 d'entre elles qui ont été reprises pour des chirurgies incomplètes. Donc, dans ce cas, on peut considérer que l'effet de l'intrabime est annulé, puisqu'on reprend le lit opératoire. Les patientes qui ont été traitées avec l'intrabime sans radiothérapie complémentaire, qui n'ont eu ceci que pour seul traitement, c'est 194 sur le groupe vert que j'avais présenté précédemment, sur les 247 qui ont été proposés en intrabime en traitement initial. Sur le groupe global, donc ce sera bien entendu à peaufiner, en tout cas on a plutôt un petit nombre de rechutes locales, il y en a 8 au total, 3 dans les patientes qui ont été traitées à visée d'irradiation exclusive, donc ça fait 1,2%, et plus, c'est un peu attendu, dans le groupe des patientes, des 32 patientes qui avaient eu un deuxième traitement conservateur avec l'intrabime. Il y a 4 patientes qui ont eu un cancer du sein controlatéral, 6 patientes ont eu une rechute métastatique. Le nombre de décès, c'est 16 au total sur ce groupe, dont 3 dus à l'évolution du cancer du sein. Donc, quand même un petit nombre. Et il est à noter qu'en tout cas, on a moins de décès liés au cancer du sein que de patientes qui ont un autre cancer, c'est 18 au total. Mais ceci sera un petit peu à approfondir. Ce qu'on voit comme complication, alors, est-ce que ça doit être une complication? Il y a beaucoup de patientes, enfin 1/5, qui va présenter des kystes de cytostéatonécrose. Ce sont des kystes qui vont être visibles à la mammographie,
régulièrement palpables, mais en fait ils sont symptomatiques, c'est-à-dire douloureux, dans 5% des cas. Il y a régulièrement des lymphocèles du site de tumorectomie qui peuvent nécessiter une ponction dans 12% des cas. On voit ça aussi, des lymphocèles dans la chirurgie du sein standard. On fait régulièrement des ponctions en consultation, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Une complication qui peut être embêtante, mais qui est quand même très rare, c'est quand on a un retard de cicatrisation. C'est vrai que là, on se retrouve confronté à l'effet de la radiothérapie qui régulièrement retarde les cicatrisations dirigées. Donc, il n'y en a pas souvent, heureusement, parce que par contre, là, on a une cicatrisation dirigée qui peut être un petit peu prolongée. Les douleurs, il y a 6% de patientes qui présentent des douleurs, mais on voit aussi des douleurs dans la chirurgie du sein sans irradiation. Et au total, on a eu peu des complications qui nécessitaient une reprise chirurgicale. On a eu 2 patientes, en tout cas, deux patientes en reprise précoce, une pour hématome, une pour infection, et 2 patientes qui ont eu une reprise tardive, reprise chirurgicale tardive. Donc c'est vrai que les résultats nous semblent satisfaisants. Là, on ne s'était pas trop penché dessus jusqu'à présent. On avait quand même le sentiment que ça correspondait bien à un certain profil de patiente, et pourtant, que ce soit nous, que ce soit dans d'autres centres, il n'y a pas beaucoup de diffusion de l'usage de l'irradiation péropératoire. Alors pourquoi? Les premiers résultats de l'étude Targeta ont été critiqués parce qu'ils ont été jugés trop précoces, pas assez de suivi, et c'est vrai que sélectionnant des patientes avec des cancers du sein de bon pronostic, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des rechutes précoces, et les rechutes seraient plutôt tardives. Donc ça a été critiqué, disant non, on ne peut pas s'appuyer sur ça pour diffuser la technique. Après, c'est vrai qu'en France, il y a d'autres techniques concurrentielles, je les ai citées, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je ne les connais pas particulièrement, mais par exemple la curithérapie qui a été vaguement présentée tout à l'heure, on sait qu'il y a certaines équipes qui pratiquent ça, donc avec sans doute une certaine facilité de pratique. Donc il n'y a pas de technique unique d'irradiation péropératoire qui se soit développée en France. Après, concrètement, en termes de valorisation, il n'y a pas de cotation propre CCAM, donc c'est vrai que le traitement est fait sans que ça rapporte à l'établissement qui le pratique. Et puis, il y a des référentiels qui étaient quand même assez limitants parce que pour l'HAS, en 2016, il était stipulé que l'irradiation péropératoire devait être effectuée uniquement dans le cadre d'essais cliniques. Donc des essais cliniques, on a participé à certains, puis en fait, après, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'essais cliniques en cours. Malgré tout, les référentiels internationaux nous ont permis de pouvoir continuer une pratique raisonnée en respectant les critères d'éligibilité des patientes. Donc nous, on traite 20 à 50 patients à l'Institut Bergonié. Peut-être, alors, une évaluation, peut-être qu'il y en aurait 100, 150 qui seraient éligibles. Pourquoi pas toutes? Un petit peu du fait de cette frilosité qu'on a eue au début, de certaines contraintes d'organisation, mais on pourra sans doute optimiser ça. En tout cas, il semble que depuis, sur les 2-3 dernières années, il y ait à nouveau des publications concernant l'irradiation péropératoire. Je vous en ai mis quelques-unes concernant l'intrabim, mais l'irradiation péropératoire en général, ça revient un petit peu, peut-être pas au devant de la scène, mais ça se rediscute. Alors, je vous ai détaillé juste les résultats d'une étude qui sont quand même sur cette fameuse étude Targeta. Il y a eu une nouvelle publication en 2020 avec le suivi à plus long terme, suivi jusqu'à 12 ans. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en termes de rechute locale, il n'y a pas de différence significative entre le groupe de patients traités avec l'irradiation péropératoire versus l'irradiation externe du sein. En termes de mortalité liée au cancer du sein, il n'y a pas non plus de différence significative. Par contre, ce qui est assez marquant, c'est qu'en termes de mortalité globale, dans le groupe des patientes traitées en radiothérapie externe, il y a significativement plus de décès que les patients traités en radiothérapie péropératoire. Donc ceci peut permettre de se questionner par rapport à la toxicité de la radiothérapie, qui reste certes limitée et modérée avec les techniques qui progressent, mais pour des cancers du sein à très bon pronostic, c'est sans doute une technique qui est fiable.
Et heureusement, ce qui peut nous pousser à poursuivre, à maintenir et peut-être à élever notre activité avec l'irradiation péropératoire, c'est qu'en 2022, les référentiels publiés de l'INCa permettent de proposer l'irradiation péropératoire, donc par photon ou électron, en tout cas l'irradiation péropératoire pour des patientes avec des cancers luminal A et faible risque de rechute, donc des patientes T1, petites tumeurs et sans atteinte ganglionnaire. Donc je conclurai avec ça, on continue, on est quand même assez convaincu que l'irradiation péropératoire avec l'intrabîme apporte un certain bénéfice à des patientes sélectionnées. Ça permet de faire un traitement en un temps, en ambulatoire régulièrement, et du coup pour pas mal de patientes ça va leur permettre d'accepter plus facilement un traitement que parfois elles peuvent juger lourd. Maintenant on a des données scientifiques à l'appui qui nous permettent de dire que ce traitement est valide, et puis peut-être que par la suite ça pourra faire, bien entendu, on a quelques-unes et on aura des rechutes locales, on pourra refaire un deuxième traitement conservateur. Est-ce que ce serait avec une deuxième irradiation partielle du sein? Ça reste à discuter, mais ça nous laisse pas mal de possibilités. Je vous remercie.